Nous reprenons la lecture du dictionnaire Ewondo-français du père Théodore Tsala. Mais sachez que Théodore Tsala n'était pas un Ewondo, il était un Etone. Très important à retenir. Donc nous commençons, je reprends la lecture parce que nous devons lire la préface. Ce livre a été écrit à l'imprimerie Emmanuel Witt de Lyon. Ici, nous n'avons pas la date exacte de l'imprimature, mais nous aurons ça dans les écritures de Nekes. Parce que c'est dit seulement que imprimerie Emmanuel Vité, 177 avenue Félix Faure, Lyon, 46 604, dépôt légal numéro 681, dépôt légal imprimeur numéro 681, dépôt légal éditeur numéro 334. Donc c'est Made in France, imprimé en France. Nous commençons donc la préface. Je nous fais lire afin que nous ayons une idée de nos langues camerounaises. La langue Ewondo, comme la plupart des langues africaines, compte peu d'ouvrages classiques. On comprend la curiosité que suscite celui-ci. En dehors de son aspect purement littéraire, il est à considérer sa portée sur le plan national du Cameroun. En ce temps-là, c'était K-A-M-E-R-U-N. C'est comme ça que c'est écrit ici. Le lecteur voudra voir à travers les lignes qui suivent de la part de quelqu'un dont l'Ewondo est la langue maternelle, une tentative de situer l'œuvre à la place qu'elle mérite dans l'histoire de la littérature camerounaise, avec K. Ce dictionnaire présente au moins 3 intérêts. Par son auteur, par son apport et surtout par sa réponse à une espèce d'attente. D'abord, en ce qui concerne l'auteur, précisons que s'il nous intéresse, c'est à cause de la place qu'il occupe parmi ceux qui se sont engagés jusqu'à présent dans l'étude classique de la langue Ewondo. Il s'agit de montrer leur figure afin de mieux faire ressortir celle de l'abbé Tsala. Ces mérites ne sauraient être reconnus, en effet, que si l'œuvre de ses prédécesseurs est considérée suivant sa juste valeur et sa portée réelle. Les études de la langue Ewondo, est-il besoin de le rappeler, débutent avec la colonisation. Ayant étendu leur protectorat au Cameroun avec K, A-M-E-R-U-N, les Allemands, comme tous les colonisateurs, ne pouvaient se dispenser de la connaissance des langues locales, au moins des principales. C'est ainsi qu'en vue de l'évangélisation, leurs missionnaires religieux, et notamment le révérend père Nekes, son nom c'est N-E-K-E-S, abordèrent les études des langues du Cameroun
avec K-A-M-E-R-U-N. L'Ewondo fut ainsi mis en écriture, non seulement du point de vue grammatical, mais aussi sous forme de lexique sommaire. L'on est même surpris de retrouver dans les établissements universitaires en Allemagne des tas de contes, d'historiettes, en un mot, tout ce qui constitue la base de la culture Ewondo, soigneusement enregistrés dans des livres, alors que la plupart des jeunes Ewondo ne savent généralement où puiser cette culture. De plus, malgré la perte des colonies, les africanistes allemands continuent à se livrer à de vastes investigations sur des langues africaines, y compris l'Ewondo. Il ne peut s'agir là, cela va de soi, que d'un travail d'érudition ayant probablement pour but d'enrichir les théories linguistiques par l'apport des langues africaines. Ainsi, besoin d'évangélisation au départ, besoin d'érudition ensuite, point virgule, telles sont les raisons qui ont tour à tour orienté les Allemands vers l'étude de notre langue. À la ligne. C'est à peu près le même processus que nous constatons sous la colonisation française. Ce sont les missionnaires catholiques ayant élu leur siège au cœur de la région Ewondo qui s'adonnèrent les premiers à fixer cette langue par l'écriture, dans l'intérêt de l'apostolat. Mais il faut bien admettre que s'ils ont le mérite de patronner plusieurs publications en Ewondo, contribuant inévitablement de la sorte à bien asseoir cette langue, ces missionnaires n'ont guère fait avancer les études théoriques de celle-ci. On parle bien sûr de la petite grammaire Ewondo, portant les noms de Monseigneur Graffin et du révérend père François Pichon. Cet ouvrage demeure invisible. En fait, de lexique à la Nekes. Nekes, c'est l'écrivain dont je viens de citer, N-E-K-E-S. Il n'en existe simplement pas. Quant à la Société d'études camerounaises, entre guillemets, organisme travaillant sous le patronage de l'administration, sa contribution du point de vue théorique n'est sans doute pas à minimiser. Encore faut-il relever que, de ce côté, les études, entre guillemets, restent partielles. Elles sont entreprises comme pour satisfaire une certaine curiosité de l'étranger avide de saisir la mentalité de l'indigène. Fermez les guillemets. Point d'ouvrage officiel complet à l'intention de ceux qui voudraient étudier de façon classique les langues locales. Point à la ligne. En résumé, si des initiatives heureuses de la part des colonisateurs successifs au Cameroun, toujours avec K-A-M-E-R-U-N, ne font pas entièrement défaut en ce qui concerne l'étude des langues locales et spécialement de l'Ewondo,
ces initiatives restent par trop incohérentes. Plus empiriques chez les missionnaires, pour des raisons évidentes, elles demeurent exclusivement historiques du côté de l'administration. Point à la ligne. Voilà les bases d'où est parti l'abbé Tchala. Point à la ligne. Il importe donc au plus haut point de mettre fin à la carence mentionnée plus haut. Il fallait renouer avec la tradition inaugurée par les Allemands, consistant à établir un catalogue des mots Ewondo. C'est ce à quoi l'abbé Tchala s'est attaché. Voilà son premier mérite. Cependant, il ne fallait pas seulement établir un tel catalogue, mais encore présenter la langue elle-même sous son aspect naturel par des tournures qui l'expriment de façon vivante et caractéristique. Il fallait révéler l'âme Ewondo par le langage, le genre de civilisation dont elle est porteuse, civilisation arboricole et non industrielle. Ce travail demandait à être effectué par quelqu'un qui examina la langue de l'intérieur parce qu'elle est la sienne. Or, jusqu'ici, cet examen avait été fait, pour ainsi dire, d'un point de vue extérieur, par les étrangers. Leurs œuvres dans ces conditions ne pouvaient qu'être de portée restreinte. 2 points. Raison utilitaire, difficulté de pénétrer le génie d'une langue étrangère. L'espèce de monopole détenu par les Européens pour l'étude des langues africaines ne pouvait se justifier que si, à la longue, les intéressés eux-mêmes, les Camerounais avec K-A-M-E-R-U-N-A-I-S, en l'occurrence, ne se découvraient l'aptitude d'engager des recherches fructueuses pour la valorisation de leur langue au pluriel. L'abbé Tchala a montré qu'il ne pouvait pas en être ainsi, et ce n'est pas le côté moins intéressant de cet ouvrage. Voici enfin un authentique fils du pays, vivant sa langue dans tous ses détours, qui se lève pour empiéter dans un domaine lorsqu'alors réservé aux Européens. Point. Mieux que il ressent jusque dans ses fibres profondes les choses qu'il traite. Bref, il exprime son milieu social. Peut-être n'est-il pas mauvais, pour rehausser la personnalité de l'auteur, de mentionner que s'il est devenu un maître de la langue Ewondo, c'est à la suite d'une longue utilisation, mais surtout à cause de réflexion. Sans doute, notre compatriote avait-il une base solide dans les travaux de ses prédécesseurs, mais sa contribution est unique pour la pratique, au moins pour ce qui est de la découverte et du classement des mots dans un ordre logique. L'auteur s'est en effet imposé un labeur impressionnant pour la recherche des mots dans les disciplines les plus diverses, entre parenthèses, agriculture, médecine, virgule, etc. Fermez la parenthèse. Afin d'en enregistrer les termes techniques, point. Il s'y est consacré
presque seul, plusieurs années durant. Un à un est-elle requis chaque mot, chaque expression qu'il entendait pour la première fois. À coup sûr, il aurait fallu plus d'une tête pour mener un tel travail à bout. Le lecteur ne devra jamais perdre de vue cet aspect de la question. Et si d'aventure, il n'y trouvait pas de tournure recherchée, il faut qu'il se rappelle qu'il ne s'agit pas ici d'une encyclopédie. L'auteur s'est contenté de montrer à titre d'exemple, au pluriel, quelques expressions caractéristiques. Ce à quoi, croyons-nous, il a parfaitement réussi. Point à la ligne. Quoi qu'il en soit, ceux qui utilisent la langue Ewondo et auraient tendance à l'oublier parce que, par exemple, loin de leur pays, pendant longtemps, sauront, pour enrichir leur vocabulaire, recourir à ce dictionnaire. Ils le feront avec la confiance qu'un auteur qualifié a pu enregistrer le maximum de mots usités dans la langue Ewondo. Point à la ligne. Troisième paragraphe, pardon. Mais, et c'est là le second intérêt de l'ouvrage, l'abbé Tchala ne se pose pas seulement en auteur naturellement désigné pour le travail à faire. Il fait véritablement figure de novateur par le système qu'il a fourni. Il ne lui suffit pas que l'Ewondo soit écrit. Pour lui, il faut trouver en outre une orthographe adéquate. Ici, l'auteur se heurte à un problème ardu que tous ceux qui écrivent et lisent cette langue sentent parfaitement. L'Ewondo est une langue à ton. T-O-N-S. D'aucuns ont pu dire que c'était une langue chantante. Et il y a du vrai dans cette affirmation. Un seul mot Ewondo, dans le langage, peut couvrir des sens extrêmement nombreux. À la ligne. Pour concrétiser cela, prenons le mot mvam, entre guillemets, suivant qu'on élève ou qu'on abaisse la voix, qu'on insiste sur la voyelle ou qu'on y glisse rapidement. Ce mot peut vouloir dire, premièrement, grand-parent, mvamdie, son grand-père ou sa grand-mère, fermez la parenthèse, point virgule. Deuxièmement, condescendance, entre parenthèses, moté anmvamabui. Cet homme-là est plein de condescendance. Fermez la parenthèse, point virgule. Troisièmement, grondement émis par une personne en colère. Entre parenthèses, nge adib mvam dia otubu. Un seul de ces grondements suffit à vous faire prendre la fuite. Point virgule. Quatrième point. Espèce de jeu de hasard usité autrefois et les petites rondelles qui servaient à ce jeu. Entre parenthèses, bendoman ben bod ben zam tob et ne
bala ene bala mvam. Point d'interrogation. Ye bendomana bebot ben zam tobo. Hena bala mvam. On va écouter. Comment les jeunes gens peuvent toute leur vie s'adonner aux jeux de hasard? Point d'interrogation, fermez la parenthèse. Maintenant, 5e point, espèce de serpent. Donc, nous continuons la lecture. Nous avons peut-être choisi là un ensemble limite à l'extrême, mais de nombreux autres de ce genre peuvent être trouvés. Ainsi, avec entre guillemets ZAM, qui suivant le ton qu'on y met change complètement de sens, il en a au moins 3. 2 points. Lèpre, ZAM. Goût, ZAM. Raffia, ZAM. Ici, aucun rapprochement possible. Ce qu'il importe de souligner, ce sont les sens extrêmement divergents selon que l'inflexion de la voix est grave ou aiguë. On pourrait, par exemple, en rapprochant grand-père et condescendance, entre parenthèses, nous pensons pour notre part que c'est oiseux de le faire. Hasarder que les grands-parents étant souvent portés à la condescendance, il n'y a pas grande divergence entre les deux acceptions de même mot en Ewondo, mais il n'en va de même ni entre grands-parents et jeux de hasard, ni entre condescendance et grondement, ... Ou alors, il faut faire appel à certains dons d'acrobatie intellectuelle pour opérer de tels rapprochements. Par ailleurs, comment expliquer que grands-parents et condescendance, qui pourraient, à la rigueur, être assimilés, comme nous l'avons constaté, soient exprimés en Ewondo par des tons profondément différents, l'un aigu, l'autre grave, alors que jeux de hasard et condescendance inassimilables sont exprimés par le même mot avec un ton identique. Point d'interrogation à la ligne. Il faudra nécessairement de longues études, des investigations dans le passé pour rendre compte de ces anomalies, qui nous apparaissent telles vues sous l'optique des langues étrangères. Manifestement, si l'Ewondo est une langue à racines monosyllabiques, comme l'estime l'allemand Westermann, une confusion est à éviter pour la plupart des mots littéralement identiques. Certes, on trouve dans l'Ewondo des verbes, des noms et des adjectifs qui dérivent des mêmes radicaux. Par exemple, atobo, entre guillemets, action de s'asseoir. Et toi, entre guillemets, siège, entre parenthèses. Entre guillemets, siège, entre parenthèses. Et tobogo, entre guillemets, entre parenthèses, domicile,
avec l'idée de lieu où l'on s'assoit. Fermez la parenthèse. Mais, à tout moment, il faut faire très attention sur des mots qui s'écrivent de la même manière, même quand ils requièrent ainsi que nous l'avons vu pour vam, entre guillemets, et zam, entre guillemets, le même ton. Un mot en ewondo, répétons-le, ne signifie pas grand-chose par sa graphique. Il en contient plusieurs désignant des choses extrêmement différentes, le plus souvent par le seul effet du ton qu'on met dans la prononciation. Il serait facile de rétorquer qu'en français, par exemple, il existe des cas semblables, comme celui du vol, entre guillemets. Il peut s'agir du vol de l'oiseau ou de l'avion, mais aussi de la soustraction du bien d'autrui. Il n'y a pas de rapprochement possible entre ces deux espèces de faits. Du moins, le nom qui les désigne n'a-t-il rien à voir avec le ton? Voilà la différence entre l'ewondo et le français sur ce point. Elle est énorme quand on pense que, faute du ton convenable, l'idée qu'on veut exprimer peut être totalement faussée et la langue ewondo massacrée, ce qui n'est point le cas en français. Mieux que pour nulle autre langue, il semble bien que pour parler l'ewondo, il fallait s'attacher au contexte. Il faut être du milieu pour capter les nuances entre les mots et se familiariser avec les inflexions de voix à mettre pour chaque chose qu'on veut désigner. Mais pour écrire, comment être sûr de se faire bien lire? Pour un ewondo lui-même, pas de difficulté majeure. 2 points. S'il possède sa langue, il mettra au mot les intonations souhaitables. Bien souvent, il lui faut deviner le ton qui convient pour chaque mot afin de découvrir sa signification. C'est autre chose pour l'étranger qui désire apprendre notre langue et ne peut être que l'écorcher horriblement si, armé des mots froidement écrits, il est dans l'incapacité de leur communiquer toute la chaleur phonétique nécessaire. Point à la ligne. Sans doute, aucune langue ne saurait être assimilée qu'avec le concours de ceux qui l'utilisent naturellement. Du moins, avec les langues comme le français, l'on peut, puisqu'on est dégagé de la préoccupation du son des mots. Oui, c'est toute la différence de ces langues avec l'ewondo, dont l'orthographe n'a pas encore été mise à haut point de façon précise jusqu'à présent. Ceux qui écrivent en ewondo le font, pour ainsi dire, chacun à sa manière. En faisant le décompte des mots ewondo, l'abbé Tchala a manifestement voulu mettre un terme à cette anarchie. Il a entendu élaborer un système à lui de l'orthographe ewondo. Travail qui nécessite plus que de l'ingéniosité, du génie, ainsi que nos observations précédentes nous l'ont fait pressentir. La langue à ton, la langue nous avons à faire, demanderait pour être écrite une espèce de solfège. Ou bien, il faudrait un très grand nombre de signes orthographiques, des
hiéroglyphes ou mieux des idéogrammes. Point. Une voie plus simple est celle d'un système d'accent utilisé judicieusement pour distinguer chaque mot d'un autre, s'écrivant de la même manière du point de vue strictement littéral. À la ligne, nous pouvons affirmer que le solfège, comme système d'écriture en dehors de la musique proprement dite, ne facilite pas les choses pour le bénéfice qu'on en tirerait. Ou alors, la langue ne serait écrite et lue que par des érudits, avec toutes les conséquences néfastes que cela entraînerait pour la diffusion de la culture et le développement de la langue. Faut-il adopter, par contre, un système alphabétique à caractère innombrable? Point d'interrogation. Il nous faudrait dès lors inventer un alphabet à nous, peut-être adopter et améliorer celui Bamoun, pour de simples raisons de fierté nationale. Les peuples d'Extrême-Orient, la Chine et le Japon ont suivi cette voie pendant des millénaires, mais la culture y est demeurée l'apanage des casques privilégiés. Et l'on a vu récemment la Chine nouvelle corriger son système alphabétique compliqué en réduisant considérablement le nombre de signes d'écriture, des idéogrammes, et tout dernièrement adopter l'alphabet latin purement et simplement. Notons que le chinois est, comme les Wondo, une langue à tons. L'alphabet latin n'est donc pas incompatible avec les langues à tons. Au demeurant, cet alphabet est en train d'entrer en usage dans tous les pays, y compris ceux qui conservent le leur. Les publications de toutes sortes s'impriment dans les langues occidentales. En Orient et en Extrême-Orient. La réciproque n'est pas vraie, ou à peine. Les Camerounais avec K, A, M, E, R, U, N, A, I, S en général, les Ewondo en particulier, n'ont donc pas à faire montre de chauvinisme en forgeant de toutes pièces un alphabet à eux. Le monde tend vers une unité progressive. On peut conjecturer qu'il se réveillera un jour dans un système unique d'écriture. L'alphabet latin a toutes les chances de l'emporter, sinon exclusivement, à tout le moins comme instrument universel, du moment que nous l'avons, nous ne pouvons mieux faire que de le garder. Une fois ce choix entériné, notre système d'écriture s'impose de lui-même. Avec le nombre infiniment réduit des lettres dans l'alphabet latin, comment éviter d'utiliser copieusement des accents pour différencier les mots Ewondo, s'écrivant littéralement de la même façon, mais ayant des significations complètement divergentes? Point d'interrogation. On ne pourrait trop savoir gré à l'abbé Tchala de s'être résolument engagé dans ce chemin. La difficulté est dans la mise sur pied d'un système d'accent. Il faut pouvoir allier la simplicité à la commodité.
Le mode d'accentuation mis au point ici par l'auteur est dans une certaine mesure adéquate, mais un nouvel effort de simplification ne saurait pour autant être abandonné. À la ligne. Marchant sur la voie tracée par ses prédécesseurs, le linguiste allemand et français, l'abbé Tchala a eu le souci de perfectionner l'œuvre entamée par eux. Il s'est attaché à serrer le mieux la réalité. Ainsi a-t-il été amené à préciser certains points très importants, notamment en ce qui concerne le, entre guillemets, N. Vélaire. Monsieur l'abbé a fait par là œuvre utile en dissipant certaines équivoques nuisibles dans l'écriture de Léondo. En ce domaine, son apport est décisif. C'est de cet effort de systématisation engagé par un Camerounais avec K, comme j'ai dit, pour fixer les normes de sa langue que nous voyons surgir le troisième intérêt du présent dictionnaire. Il constitue en un sens une réponse à ceux qui s'interrogeaient, et ils sont nombreux, sur le point de savoir quel sort devait être réservé aux langues camerounaises. Les laisser mourir, quitte, bien entendu, à les utiliser vulgairement, empiriquement, au besoin, ou bien s'attaquer résolument à leur étude classique, il est à peine besoin d'indiquer que l'abbé Tchala s'est prononcé implicitement pour cette dernière attitude. Il n'est pas non plus nécessaire d'être clerc pour trouver que cette option positive est la plus souhaitable. Nous osons ajouter qu'elle est également progressive. D'aucuns voudraient en effet que les dialectes camerounaises avec K-A-M-E-R-U-N-A-I-S fussent classés parmi les antiquités à rejeter parce que non susceptibles d'exprimer toutes les nuances de la pensée d'une part et parce que trop pauvres en termes techniques pour servir d'instruments efficaces aux relations modernes d'autre part. À la ligne. Pour le premier argument, nous reconnaissons volontiers les difficultés que nous éprouvons à traduire dans nos langues les textes de grands penseurs, les philosophes par exemple. Mais n'y a-t-il pas lieu que chacun s'interroge sur l'étendue de sa connaissance de nos langues? De nos jours, les jeunes Africains sont frappés par la richesse des pensées que manifestent les vieux au cours de leurs assises. Quel jeune n'a jamais reconnu ne rien comprendre dans les subtilités du langage des vieux? Comme dans tous les pays, il faut un apprentissage de ce langage, ce qui suppose une culture de ceux qui le tiennent. Cette culture, notre génération actuelle n'est pas en position de la recevoir. Nous nous trouvons écartés entre la culture de nos colonisateurs, dont nous étudions les langues, et la culture de nos aïeux, dont nous sommes ainsi fatalement amenés à oublier les langues.
De là à conclure à l'incapacité de nos langues à exprimer certainement notions, il n'y a qu'un pas que beaucoup franchissent trop allègrement. Il est indéniable que cela cache mal une certaine ignorance de leur part. Quant à la pauvreté de nos dialectes, en termes techniques, elle est un fait qu'il serait enfantin de nier. Avant la colonisation, notre civilisation n'était pas encore parvenue à un haut degré de technicité, disons 2 points, de la technique dans le sens moderne du terme. Point. Les sciences n'étaient pas poussées bien loin, si tant est que nos ancêtres en aient connu les éléments fondamentaux. La mathématique, notamment, était restée à ses premiers balbutiements au degré des principes initiaux de l'arithmétique. Point. Voilà le bilan. Il n'est pas brillant et nos langues s'en ressentent. Mais est-ce une raison de les rejeter? Question. N'y a-t-il pas lieu, au contraire, de tendre à les enrichir par un apport de mots étrangers? Question à la ligne. C'est là une question fondamentale. Pour y répondre, il faut rappeler pourquoi les langues qui actuellement dominent le monde se présentent comme extrêmement riches. Elles se sont enrichies, personne ne le conteste, par des séries de prélèvements de mots opérés les unes chez les autres depuis fort longtemps. Pour le cas de la France, tout le long de son histoire glorieuse, chaque fois que les troupes françaises rentraient victorieuses des champs de bataille où elles avaient guerroyé avec les Espagnols, les Anglais, les Allemands, les Russes, les Italiens, elles ne rapportaient pas comme trophée exclusivement des objets pris aux ennemis, mais aussi quantité de leurs mots que l'on se réservait de franciser ensuite. Il est à noter à cet égard que, contrairement à l'anglais, par exemple, le français ne souffre guère de mots étrangers dans leur orthographe et leur prononciation originelle. Point. Il veut tout nationaliser ou naturaliser. Il a une extraordinaire propension à confondre le naturel avec le français et le français avec l'universel, auquel il est passionnément attaché. Pourquoi n'agirions-nous pas comme le français pour enrichir nos langues? Question. Le vol des mots étrangers et leur appropriation sont des péchés si bénins que seront mal vus à nous le reprocheur. Le vol des mots étrangers et leur appropriation, Le vol des mots étrangers et leur appropriation sont des péchés si bénins que seront mal venus à nous le reprocher les Européens chez qui nous aurions à nous pourvoir et qui en ont donné l'exemple. Point à la ligne. On peut se demander si l'abbé Tchala a, pour la confection de son dictionnaire, prêté suffisamment attention à ce phénomène qui a déjà trouvé un commencement dans les dialectes du Cameroun avec K-A-M-E-R-U-N. Point. Car les Wondofourmillent déjà
de bon nombre de mots puisés dans des langues étrangères, mots d'ailleurs plus ou moins transformés pour la plupart dans notre langue, comme quoi nous n'avons pas à reprocher aux Français cette manie de la transfiguration des mots extorqués à d'autres. Quelques exemples à ce sujet valent la peine d'être cités. L'auteur a enregistré quelques-uns, tels : entre guillemets, cabinda. Cabinda égale menuisier. De l'anglais carpenter. Point virgule. Entre guillemets, me-toi égale automobile. Du français moteur et de l'anglais motor. Fermez la parenthèse. Mais nous aurions aimé voir figurer dans les dictionnaires d'autres tels entre guillemets, yanan, hanyan, entre guillemets, faire à repasser, du mot français avion, fermez la parenthèse. L'inclusion de tels mots dans un dictionnaire Ewondo eût davantage montré que le vocabulaire ne reste pas statique, mais s'enrichit de façon dynamique par l'assimilation de mots étrangers. Point à la ligne. Cependant, nous nous rendons parfaitement compte que le travail d'enregistrement des mots usités dans une langue ne peut aller sans quelques failles, surtout quand c'est un seul homme qui s'y emploie, comme c'est le cas pour ce dictionnaire. Déjà, l'auteur s'est imposé le labeur que l'on sait, la sagacité de l'abbé Tchala. Nous en sommes convaincus, fera d'une édition ultérieure du dictionnaire Ewondo soit plus fournie. Point. Pour y parvenir, il faudra nécessairement beaucoup d'autres investigations. Souhaitons qu'il soit associé un groupe organique de gens appelés, pourquoi pas, à constituer un embryon de l'Académie Ewondo, dont l'abbé Tchala pourrait prendre la tête. Autre et dernier paragraphe. Ainsi s'ouvrent de larges perspectives aux philologues pour l'Ewondo. Nous ne prétendons pas que l'œuvre de l'abbé Tchala soit parvenue au dernier stade de la perfection. L'abbé Tchala a le grand mérite de tous les initiateurs, point virgule, celui d'avoir, de tous les Camerounais avec K, A-M-E-R-U-N-A-I-S, fait le premier pas dans un domaine qui était resté comme une chasse gardée des étrangers, les Européens. Point. L'on ignore quelle vicissitude traversera la langue Ewondo. Ce qui est sûr, c'est qu'à son histoire, le nom de l'abbé Tchala sera désormais mêlé comme l'un des classiques, en tout cas comme l'un de ceux qui œuvrent pour la meilleure connaissance de cette langue. En mettant de la sorte des jalons sur un chemin long à parcourir, l'auteur de ce dictionnaire a-t-il mesuré l'importance profonde de son œuvre? Question. Très humblement, il déclare n'avoir voulu, par son ouvrage, que, entre guillemets,
rapprocher davantage les Wondo, disons mieux le camerounais et le français. Fermez les guillemets. Point. Au risque de choquer la modestie de monsieur l'abbé, dont on sait qu'elle est sans borne, n'hésitons pas à affirmer à notre tour que notre compatriote a incontestablement travaillé dans le sens national camerounais, avec K toujours. Chacun est nationaliste à sa façon. Ils n'ont pas exclu que l'abbé ait fait du nationalisme sans le savoir, tandis que la plupart luttent sur d'autres terrains pour affranchir le Cameroun du joug colonial. L'auteur de cet ouvrage, seul dans son coin, s'est attaché à consolider l'une des bases fondamentales de la personnalité du peuple. Ici, c'est Benoît Bala qui l'a écrit, c'est-à-dire la préface. Benoît Bala, étudiant en sciences politiques à Paris, président de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Merci Seigneur. Et nous allons, dans une autre vidéo, ouvrir l'introduction et remarques sur la thénotique. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous avons ouvert un pan de la langue et un pan des langues, en commençant par le Cameroun, mon pays natal. J'évoluerai vers le monde extérieur où sont parsemés les rejetons de nos descendants et eux-mêmes probablement qui vivent encore. Nous disons merci au Seigneur. De la conquête des océans à la conquête de la langue primitive qui a engendré les langues du monde et dont je porte le nom. Ndomo. Merci Seigneur pour m'avoir donné la possibilité de conserver mon nom, comme on nous l'a dit dans les Écritures saintes. Un nom représente une personne. Et j'ai tenu à garder mon nom intact partout où je suis passé, dans mes études, dans mon travail, et même lorsque j'ai reçu la première nationalité étrangère française. On m'a demandé si je voulais changer mon nom. J'ai dit non, je conserve mon nom tel que mes parents me l'ont donné. Je m'appelle donc Ndomo Melingi. Mon prénom Thérèse m'a été donné au baptême en 1957. J'avais déjà 7 ans. À l'église Sacré-Cœur de Mokolo, où j'ai passé toutes mes études primaires. Merci Seigneur. Nous continuons la marche avec le Seigneur à la suite du Christ qui nous enseigne la bonne nouvelle, la parole
de vérité et de vie, la parole du Dieu créateur. Providence, création, connaissance, nous avançons pour aborder cette bonne phase qui va nous rassembler. Merci Seigneur.